Michel Musso, je suis français, j'habite aujourd'hui en Belgique. J'ai eu la chance de pouvoir passer mes brevets d'état d'éducateur sportif. Je travaille dans le sport, je suis coach sportif. Je suis spécialisé dans les sports de plein air. J'ai tenté le record du monde des 24 heures de cyclisme sur route, donc j'ai battu le record d'Europe. J'ai fait les 1000 miles du Fontanil, j'ai fait un 48 heures sur home trainer. J'ai fait le premier Tour de France non-stop, donc 5000 km. Du moment qu'on est dans l'ultra, on sait qu'on galère tous, qu'on va passer par des moments compliqués. Et il y a un respect mutuel, on ne laisse pas quelqu'un dans la panade. Et le 24 heures, comme ça a été ma première tentative, j'ai même financé personnellement un peu, quoi. Quand j'ai tenté mes records en vélo, si je partais en me disant que je faisais un truc de fou, c'était même pas la peine de pédaler le premier jour. Il faut essayer d'être en relation avec les valeurs qu'on veut donner à l'événement. Le sport m'a appris à rebondir après un échec. Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Et un énorme merci aussi à Sylvain qui a œuvré dans l'ombre pour effectuer le montage de ce magnifique épisode. Il voulait rester caché, il faut rendre à César ce qui leur appartient. Alors Sylvain, merci. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Je crois qu'on va continuer sur la série cyclisme, ultracyclisme. J'ai eu l'occasion d'avoir donc deux explorateurs, deux aventuriers, deux grands ultracyclistes. Aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la barrière au niveau de l'ultracyclisme, à savoir qu'on va discuter avec un organisateur de course. Mais notre invité n'est pas qu'un organisateur de course, il a aussi vécu une histoire d'amour avec le sport et c'est aussi pour cette raison-là que je l'ai invité pour qu'il nous en dise plus sur son histoire, sur son rapport avec le sport et puis après, comment est-ce qu'on arrive à organiser une course d'ultracyclisme. Bonjour à toi, cher invité. Écoute, je pense que ça va être assez simple. Je te donne la parole. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et comment as-tu découvert le sport? Alors, Michel Musso, je suis français, j'habite aujourd'hui en Belgique. J'ai fait du sport personnellement depuis mon adolescence. J'ai commencé par la course à pied, le cross-country qu'on faisait tous à l'école l'hiver. Le cross-country. Voilà. On apprend un peu à courir dans le froid notamment et dans la boue. Puis très rapidement, je suis passé sur le cyclisme. Alors j'ai fait 1 an de cyclotourisme dans un club et j'ai basculé vers la compétition comme tous les adolescents, tous les jeunes adultes. Ouais. Jusqu'à l'âge d'une vingtaine d'années, donc j'ai fait des courses traditionnelles et par hasard, j'allais dire, j'ai été faire à 24 heures à l'époque. Il y en avait beaucoup plus en France, à 24 heures cycliste individuel et j'ai battu le record de l'épreuve en gagnant cette épreuve. Donc voilà, ce qui est à 20 ans très jeune. Donc j'étais un peu un cas particulier. Et l'année d'après, j'ai tenté le record du monde des 24 heures de cyclisme sur route. Donc j'ai battu le record d'Europe. C'était au millénaire passé, donc du coup, les distances ne sont pas celles d'aujourd'hui. L'entraînement n'était pas le même, c'était en 93 ou 93, tout dépend où on se trouve. Et donc, très rapidement, j'ai été suivi par l'Université des sports de Dijon, qui suivait à l'époque, qui faisait des recherches sur le sommeil dans la pratique sportive, pour notamment les marins. Il y a le Vendée Globe actuellement. Donc, ils essayaient de faire des recherches sur les cycles circadiens. C'est peut-être des termes pointus. Donc, j'ai été suivi par l'université pendant 4 ans. Et donc, du coup, j'ai fait là vraiment pendant 4-5 ans que de l'ultracyclisme. J'ai fait les 1000 miles du Fontanil. J'ai fait un 48 heures sur home trainer, donc dans une pièce.
Donc là, au niveau mental, c'est pas simple du tout. Mais attends. Quand on parle maintenant de 48 heures sur home trainer ou d'un Ironman en home trainer confiné, on peut comprendre, on est en phase de Covid. Mais en 93, 95 ou même avant 2000, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Michel? Simplement parce que c'était plus simple à organiser qu'à 24 heures sur la route. À 24 heures sur la route, on va peut-être parler de financement à un moment dans l'émission. Oui, bien sûr. 24 heures sur la route, ça implique de couper les routes. Il y a une infrastructure lourde à côté à mettre en place pour qu'on soit en sécurité, notamment. Alors qu'un 48 heures sur home trainer, on trouve une salle polyvalente, une salle des fêtes, on se met sur l'home trainer et il y a pas d'impondérable, même y compris au niveau du temps. On sait qu'il ne va pas pleuvoir et tout. Donc, ça me paraissait plus simple de mettre ça en place. Voilà. Okay. Qu'un 24 heures sur la route où on est bloqué par plein de demandes d'autorisation. Le moindre carrefour, il faut qu'il y ait des signaleurs, toutes ces choses-là. Donc, ça complique obligatoirement. Et puis, on peut très bien se préparer pendant un an, comme j'ai fait pour préparer le 24 heures sur la route. Et puis, imaginez que le jour-là, il pleut le matin, tout part un peu en vrille, quoi. Voilà. Donc, la problématique n'est pas la même. Ouais, j'imagine qu'en vélo, pour avoir les bonnes conditions, pour pouvoir s'entraîner correctement, enfin pour pouvoir effectuer un record, parce que quand on parle d'un record sur 24 heures ou sur 48 heures sur route, évidemment, le record, c'est pas le temps, puisque le temps, on le connaît. Le temps, c'est 24 heures, point, terminé. Mais par contre, le record, il va se situer au niveau de la distance qui va être effectuée. Voilà, et donc sur 24 heures, on ne dort pas, c'est clair. Sur les 48 heures sur home trainer, en fait, j'ai dormi 8 minutes la première nuit et 10 minutes la deuxième. En sommeil tu flash. Dors sur ton home trainer ou non, tu descends? En fait, en sommeil flash, comme font les marins. C'est exactement, en fait, on fait des études sur son cycle profond de sommeil. Et en fait, il faut dormir vraiment en sommeil flash, mais le moins possible, parce que c'est sûr que si on dort 3 heures, le temps qu'on a perdu à dormir, il faut le récupérer, quoi. Bien sûr. Voilà. Ok. Oui, donc je t'ai coupé, mais effectivement, donc record d'Europe sur 24 heures à l'époque. Quand tu as tenté le 48 heures, c'était donc que du home trainer. Et là, tu étais tout seul? J'étais tout seul. Donc, j'ai une personne qui est venue, en fait, qui était triathlète. À l'époque, il y avait des ultra-triathlètes aussi, notamment au Fontanil. Il y avait l'ultra-triathlon du Fontanil. Donc, j'ai un ultra-triathlète qui a tenté les 24 heures. L'idée, c'était d'avoir quelqu'un à côté de moi pour la solitude. Voilà. Oui, parce que déjà, sur le home trainer, passez-moi l'expression, on se fait un peu chier. Voilà. Mais alors, 24 heures, voire 48 heures sur home trainer, en dehors des problèmes au niveau de la selle. Voilà. Je pense que… Alors, j'ai eu d'autres soucis qui sont apparus sur l'home trainer, mais c'est vrai que donc, du coup, j'avais quelqu'un à côté de moi. Ça m'a bien aidé. D'accord. Et les gens pouvaient venir, en fait, on avait mis un troisième vélo, ou par exemple, si, comme toi, tu avais envie de venir 1 heure rouler à mes côtés, c'était possible. L'idée, c'était voilà, d'avoir quelqu'un pour discuter et des nouvelles personnes, surtout pour échanger, quoi. Okay. Alors que le 24 heures, je n'étais pas autorisé à être dans des roues. Personne n'avait le droit de rouler à côté de moi. C'était plus lourd comme structure, quoi. Alors, dans mon autre podcast qui s'appelle Nakan, le podcast des sportifs connectés, j'avais reçu Mathieu, un ultra triathlète qui avait fait aussi du 24 heures, je crois, home trainer, et qui me disait que sur les ultra Ironman, et ben en fait, le parcours, c'est juste en vélo, c'est une boucle de 9 km. Est-ce que sur les 24 heures vélo, c'est la même chose? C'est-à-dire c'est une petite boucle, mais que vous répétez à l'infini? Donc, le 24 heures sur la route, j'ai fait la boucle 364 fois. Tu aurais pu faire 365, voilà. Ça te faisait une boucle par jour quand même. Donc, on tourne en rond. En fait, le circuit est fermé. Et les triples Ironman, c'est la même chose. Hein. Je sais qu'au Fontanil, c'était une piscine de 50 mètres. Il y avait 12 km 4 à nager. Donc, je ne me suis pas amusé, mais moi, je suis assez respectueux parce que là, il y a les carrelages au fond et tout ça. Et moi, j'étais déjà un peu à l'extérieur. Donc, mais c'est vrai qu'on tourne en rond, on ne peut pas partir. Et puis, il y a les problématiques du parcours, ça monte ou ça descend si on va faire 500 km. Le but, c'est déjà de trouver un circuit plat quand on est sur la route. Voilà, donc, j'ai fait toutes ces choses-là. Et puis, en même temps, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir passer mes brevets d'État d'éducateur sportif. En France, en fait, on a des diplômes d'État pour entraîner. Donc, j'allais en cours en même temps. Et puis, j'ai eu mon brevet d'État en 97. Et depuis 97, en fait, je travaille dans le sport. Je suis coach sportif. Voilà. Et je suis arrivé en Belgique depuis 5 ans. Je suis spécialisé dans les sports de plein air. Voilà, parce que l'image du coach, très souvent chez les gens, c'est le coach salle de sport.
mais j'ai vraiment du mal à être enfermé dans une salle de sport. Je suis vraiment spécialisé dans le running, dans le cyclisme, la marche nordique aussi, qui a une tendance pour le sport santé aujourd'hui, mais vraiment très orienté sport de plein air. C'est un peu ma fibre, quoi. Running, trail, vélo, VTT, gravel, Oui, tout ce qu'on veut, oui, quoi. voilà. Tout ce que j'appelle sport Ok. de plein air, parce que du moment qu'on respire, je trouve qu'aussi, là, quand on veut faire du sport, c'est aussi pour s'oxygéner et se Mhm. changer d'air. Donc, l'image correspond bien. On est à l'extérieur et on prend l'air, quoi, en forêt Ok, au maximum. ça va. Voilà. Ok, donc du coup, là, tu nous as fait un rapide aperçu de toi, qui tu es, ce que tu as fait un petit peu dans le sport, ton histoire d'amour avec le sport, parce que finalement, tu as commencé jeune avec le vélo, et puis après, tu as passé les brevets d'État, maintenant tu entraînes depuis. Euh, Quand tu étais donc quand tu étais plus jeune, quand tu as commencé dans le vélo, est-ce que comment est-ce que tu finançais en fait ta vie de cycliste? Est-ce que tu étais cycliste professionnel? Est-ce que c'était je sais pas, tu étais chez tes parents et tes parents te donnaient le gîte et le couvert? Comment ça se Alors, passait? en fait, c'était très compliqué. L'ultra, à l'époque, on était aux prémices de l'ultra. J'ai fait le premier Tour de France non-stop, donc 5000 km non-stop avec assistance. Oui, alors Et non-stop, rappelons-le, c'est pas comme les coureurs du Tour de France, hein. On s'arrête pas tous les jours, on prend une petite bière, un plat de pâtes, le kiné vient te masser, puis on recommence le lendemain, puis même on stoppe 2 ou 3 jours dans le courant du Tour de France. Non, là, non-stop, c'est tu commences et tu le arrives, premier mais tu arrivé à t'arrêtes pas entre gagner, les deux, quoi, quoi. en gros. C'est ça, ok, ouais, Donc, le but, c'est aussi le moins dormir possible pendant 15 jours. ouais, Et ok, donc, j'ai fait ça en 96. Donc, à l'époque, je finançais mes projets. C'était un peu compliqué. On était le Tour de France non-stop, on était 5 au départ. Donc, c'était vraiment le tout début de l'ultra. ouais, Camping-car à l'ancienne derrière, toutes ces choses-là. Donc, c'était le camping-car du beau-père d'un copain. On se débrouillait pour avoir un peu de financement à gauche, à droite, mais on n'était pas du tout dans le professionnalisme. Et je bossais comme animateur sportif dans des d'accord, structures. Donc, du coup, mais c'était vraiment la pêche au financement. Donc, j'allais faire des fois des 24 heures où parfois il y avait des primes pour financer un plus gros projet à l'arrière. ok, En fait, j'allais faire des courses qui permettaient de financer des autres. Et on n'était pas du tout dans le monde professionnel. J'arrivais à avoir un vélo de contrat, du matériel, ça en arrive encore à avoir un mhm, peu de matériel. Mais c'est très, très compliqué. Et puis, on n'avait pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Par exemple, j'ai encore des photos, mais il y a pas, aujourd'hui, avec les portables, j'aurais eu plus de photos en pratiquant bien sûr, aujourd'hui. On n'était pas dans la même ouais. ère du tout, quoi. Notamment, les journalistes, quand ils venaient nous voir, ils étaient à 2-3 avec la perche au-dessus, des grosses caméras. C'était une autre ère, c'était tout à fait différent, quoi. C'est ça. Maintenant, les journalistes, ils viennent, ils ont un smartphone. Bon, à la limite, ils ont une caméra HD, mais qui pèse pas beaucoup plus lourd qu'un smartphone. Et puis, éventuellement, de temps en temps, tu as un pigiste, mais encore, c'est même pas la peine, quoi. Oui, oui, voilà, le monde a Avec un changé, micro quoi. portable, En le 20 monde a ans, changé. y compris le matériel sportif également. Et on voit que Ouais. l'approche du haut niveau, même dans l'ultra, a totalement changé parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde a une page Facebook, toutes ces choses-là. À l'époque, on galérait beaucoup plus pour avoir des partenaires. Donc, c'était du réseau. En connaissant des ultra triathlètes qui avaient des contrats à gauche à droite, des sponsors qui fonctionnaient bien, on s'échangeait. Il y a toujours eu dans l'ultra une approche totalement différente que dans la compétition traditionnelle. Il y avait une aide mutuelle, quoi. Cet esprit familial, bon enfant, Tu as dû le qu'on ressentir, voilà, retrouve un peu dans quoi. le trail. Voilà. Ouais. Du moment qu'on est dans l'ultra, on sait qu'on galère tous, qu'on va passer par des moments compliqués, et il y a un respect Mhm. mutuel. On laisse pas quelqu'un dans la panade. Ouais. Ça m'est arrivé de casser une roue, eh bien, entre guillemets, un autre concurrent, un mécano m'a donné une roue, quoi. Et puis à l'arrivée, voilà, Oui. ne demandons pas ça au Tour de France, quoi, dans la même. Voilà, on laisse pas quelqu'un la nuit hein, avec du matériel de cassé ou autre chose. Il y a une autre mentalité. Voilà, Ouais. Ouais. Ouais, ce n'est pas que pour gagner, c'est aussi pour la beauté du geste. Et de toute façon, on galère tous ensemble, donc voilà. on y va. C'est Ça une va. approche différente. Euh, et du coup, justement, tu l'as un peu abordé, mais c'était une question que j'aurais voulu te poser. Comment, enfin, à ton avis, qu'est-ce qui a changé entre cette génération fin des années 90, fin des années 90, début des années 2000, et maintenant, relativement aux réseaux sociaux, à la puissance d'Internet? À quoi ça ressemblait un dossier de sponsoring avant, et à quoi ça ressemble, à ton avis, maintenant? Euh, Déjà, il était papier à l'époque. On était au tout on début. allait chez Oui, l'imprimeur. voilà, photocopie. Et tout le monde n'avait pas l'ordinateur. Dans le tout début des années 90,
à la maison, tout le monde n'avait pas d'ordinateur. Et le portable, Ouais. le premier téléphone portable que j'ai eu, c'était au Tour de France non-stop. J'avais acheté un téléphone pour pouvoir prévenir les organisateurs en cas de pépin. Il était Ouais. obligatoire. Donc, même au tout début, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, ça a totalement changé. Donc, la recherche de partenaires, elle est aussi différente. Aujourd'hui, on peut envoyer un mail à une société. À l'époque, donc, on Ouais. faisait des dossiers photocopiés et on envoyait par courrier. C'était Ouais. donc ça demandait un budget, les photocopies, du temps. Il fallait Ouais. aller à la boîte à copies. J'étais tout jeune étudiant, donc j'allais à la boîte à copies du secteur. On faisait C'était de l'amateurisme pur et dur, quoi. Ouais. Quand j'ai fait la tentative sur 48 heures, c'est moi avec des collègues de travail qui ont affiché dans tout Dijon la tentative de record pour qu'il y ait du monde qui vienne. J'étais avec eux à les mettre, quoi. Ouais. Une semaine avant mon record, quoi. Donc, Et alors, et justement, comment ça se passe un record? Parce qu'on parle de record, alors on voit bien record du monde sur 100 mètres, sur 800 mètres, sur 1500, sur 3000, sur 50 mètres de nage, sur 100 mètres. Ça, c'est des records dits officiels. Pour ton cas du record sur 48 heures, comment ça se passe? Tu contactes le Guinness Book des records? Il y a un organisme spécialisé dans tous les records sportifs ou dans tous les records, entre guillemets, à la con du monde. Comment ça se passe? à l'époque, il y avait le Guinness Book qui était la référence Mhm. mondiale. Aujourd'hui, il y a une fédération, il y a une union cycliste, entre guillemets, de l'ultra-distance. Voilà, Ok. gérée par les Américains, parce que la plus grande course d'ultra-distance, c'est la Race Across America. Donc Mhm. 5000 km Avec assistance? avec assistance, qui date des débuts des années 80. Donc l'ultracyclisme a été relativement lancé aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est un peu eux qui réfèrent tous les records qui se passent dans l'ultra-distance. Mais à l'époque, c'était un peu le vide complet, donc il fallait tout le temps Mhm. chercher, lire des magazines, il n'y avait pas Internet pour chercher. Aujourd'hui, c'est toujours plus simple, on en revient. Donc, c'était vraiment compliqué. Et l'homme trainer, en fait, il fallait utiliser le même homme trainer que tout le monde. Parce qu'entre tous les hommes trainers, eh ben, la petite D'accord. turbine ne tourne pas à la même vitesse et il peut y avoir des changements. Voilà. Donc, moi, en fait, j'ai invité les commissaires de la Fédération française de cyclisme qui avaient Mhm. relevé le tour de roue, qui avaient tout compté pour officialiser la tentative. D'accord. Voilà. Donc, ça faisait 1177 km en 48 heures. Voilà. Pas mal, pas Toujours mal. le même mur Oui, mais devant. bon, c'est ça, mais ça monte pas, t'as pas de vent de face, bon, t'as pas de vent dans le dos non plus, ça redescend pas non plus, mais bon, allez. Voilà. Non, félicitations, c'était un beau record. Et du coup, donc maintenant, on ouvre le Guinness Book des records, ou plutôt on va sur Internet, sur leur page, et on cherche le record du monde du 48 heures, on va te trouver dedans. Alors, à l'époque, il y avait un dilemme, c'est qu'ils ne voulaient pas trop, pour le côté européen, communiquer sur les records au-delà de 24 heures, pour pas que des gens partent dans des délires complets. D'accord. Donc, en fait, on a envoyé le document, il a été officialisé, mais depuis, il a été battu. Donc, je suis. Bon, le but d'un record, c'est qu'il soit battu. On ne tient pas à Bien quelque chose. sûr. Voilà, c'est avant tout une aventure humaine. Ça m'a pris énormément. Et parce que je pense que le 48 heures, ça t'es plus dans la tête sur Home Trainer, beaucoup plus dans la tête que dans les jambes. Mhm. Et voilà, donc à l'époque, on était même aux prémices de l'officialisation des records, toutes ces choses-là, quoi. Ok. Et puis, bah, parce que c'est quand même l'essence de ce podcast. Comment est-ce qu'on finance un record? Tu l'as dit, c'était un peu de la démerde, c'est un peu système D, mais malgré tout, bah, il y a des certifications à demander, il y a plein de choses. Quel est le budget et comment on finance tout ça? Alors, il faut se remettre, hein, on n'était pas à l'euro à l'époque, hein. Oui, on était en francs. Voilà, on est. Et, en fait, sur Home Trainer, ça demandait beaucoup moins de financement, du coup. Donc, c'est toujours Mhm, pareil, on est sur le même endroit. Donc, j'avais par exemple une marque Overteams qui fait des produits mhm. énergétiques, ce sont les cités, qui était partenaire. J'avais beaucoup de partenaires. Et après, j'avais réussi à trouver quelques banques, quelques sociétés et puis des médias, parce que du coup, les médias, quand on les a comme partenaires, ça permet de relancer pas mal à gauche, à droite, Oui, de relayer de l'information, relayer. Donc là, effectivement. c'est Ouais. pas des finances, mais on arrivait à peine à équilibrer les budgets, quoi, la sortie. Et Ouais. le 24 heures, comme ça a été ma première tentative, j'ai même financé personnellement un peu, quoi. J'ai payé les quelques factures qui restaient. Voilà. Ok. Voilà. On était, parce qu'à un moment, on fait ça par passion aussi. Et quand on a Ouais. décidé un an avant d'y aller, on lance la machine et on n'a pas en tête tous les partenaires qu'on pourrait avoir. Et quand il en manque un peu, il faut bien trouver le financement pour Ouais. régler ce qui reste, quoi, entre guillemets. Ok. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la première partie de ta vie. Après, tu nous as dit que tu as passé tes brevets d'État.
as pu commencer à encadrer les sportifs. Oui. J'imagine que là, la question du financement de cette partie-là de ta vie, elle est finalement assez simple. Tu es coach. Alors, est-ce que tu étais indépendant ou tu étais entraîneur salarié? J'ai Comment été ça marchait? salarié à la dans une fédération de vélo pendant 14 ans. D'accord. Puis je crois que j'avais fait le tour de la question au bout de 14 ans. Et je me suis mis indépendant au bout du compte. J'ai toujours eu quelques athlètes en coaching individuel à côté. Et à un Ok. moment, j'ai décidé de me lancer à fond sur l'encadrement vélo dans un premier temps. Et après, très vite, j'ai été aussi sur le running. Ok. C'est des métiers, il faut essayer d'élargir un maximum, d'avoir un public plus large. Donc, j'ai passé d'autres diplômes, un deuxième brevet Ok. d'État, aussi pour avoir une polyvalence dans l'encadrement et divers publics. Et il y a quelque chose qui me tient bien à cœur, c'est le sport santé aussi. Je parlais de marche Ouais. nordique aussi. Et aujourd'hui, le sport a totalement changé en 30-40 ans. Il y a 40 ans, on faisait de la compétition quand on faisait du Mhm. sport et après on arrêtait. Aujourd'hui, le running a pris une telle ampleur, le vélo loisir a pris une telle ampleur que si on compte, il y a 75% de la population qui font du sport loisir. Et Mhm. il y a très peu, le monde de la compétition a chuté petit à petit. Donc ça, le monde du sport a évolué, même en 20-30 ans. On voyait beaucoup moins de monde courir à 45 ans il y a 30 ans. Les tenues Ouais. n'étaient pas les mêmes, c'était des gros jogging, le monde a changé, quoi. Ouais, oh, quelle magnifique bande de coureurs qu'on voyait dans des joggings fluo dans les années 80, 90. J'ai revu il y a pas longtemps le documentaire Free to Run de Pierre Morat. Oui. Il parle, enfin, il revient justement sur l'histoire du marathon de New York et autres, et tu vois tous ces gens dans New York courir avec des couleurs géniales et ouais, c'était un peu kitsch, mais c'était la belle époque, J'ai quoi. connu les chaussettes fluo en vélo, les cuissards de couleur. Quand je revois Ouais. les photos, on en a un peu honte aujourd'hui. Mais c'est le triathlon qui a beaucoup apporté ça au monde du vélo. C'était un Ouais, monde assez ouais. renfermé, le vélo. Et j'ai connu les chaussettes blanches, les cuissards tout noirs. Il y avait un règlement très particulier. Et les triathlètes ont apporté de la couleur. Même au niveau matériel vélo, ils ont apporté d'autres vélos, d'autres. Ça a changé, ça a tout révolutionné, quoi. Ouais, ouais, les évolutions du sport. Donc du coup, tu nous as dit que bah, tu étais entraîneur, donc salarié dans un premier temps d'une fédération, ensuite tu t'es lancé à ton compte. Euh, comment est-ce qu'on se lance? Comment est-ce qu'on va chercher des athlètes? Comment est-ce qu'on fait sa publicité? Alors j'imagine que maintenant, tu l'as dit, hein, c'est comme pour le sponsoring, les choses ont évolué. Maintenant, il faut être sur Internet, il faut être présent sur les réseaux, etc. En bref, comment tu vas chercher ta clientèle et comment tu la fidélises? Alors, il y a deux parties. Il y a une clientèle que l'on peut connaître de voisinage, entre guillemets. Quand je dis Mhm. voisinage, c'est la ville où on habite, toutes ces choses-là. Et puis après, Facebook, les réseaux sociaux, ça a totalement changé. Un petit site internet, une page Facebook. Et Ouais, puis, on commence avec 3 personnes. Rendez-vous sur un parking un jour. On commence avec 3 personnes. Et puis, au bout de 2 ans, on en a 30. Parce que le bouche à oreille qui ok. fait venir le collègue de travail et tout ça. Et puis, Mhm. voilà, donc petit à petit, ça vient comme ça. Après, la clientèle qui est un peu plus, qui recherche de l'entraînement personnalisé, c'est aussi du bouche à oreille beaucoup. Ouais, Et mais c'est pas le même travail que des séances encadrées en groupe. C'est pas du tout le même lien, pas le même contact. Donc là, ça peut être aussi des gens qui habitent plus loin, parce qu'on peut échanger, on peut envoyer des plans d'entraînement avec Internet, toutes ces choses-là. Donc le mhm. métier a changé aussi. Ok. Ouais, et donc toi, tu te spécialises sur les deux en fait. Donc ta Oui, spécialité, c'est vraiment les sports de plein air, mais par contre, tu agis sur aussi bien les entraînements encadrés à plusieurs que les entraînements personnalisés en one-to-one. voilà. Il y a des gens qui Ok. souhaitent préparer, par exemple, un trail et qui veulent avoir le coach à côté de la piste ou à côté du terrain en séance individuelle parce qu'ils ont du mal à se motiver. Une fois par semaine, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour les remettre un peu en pression. Mhm. Il y a des gens qui raisonnent différemment que d'autres. Ils sont bien dans un groupe, ils n'ont pas besoin d'avoir un coach particulier. Mais il y a des personnes qui savent que du coup, d'avoir le rendez-vous une fois par semaine avec son coach perso et puis d'avoir ce moment d'échange, ils en ont besoin pour atteindre l'objectif. Mhm. Alors, je reviens un petit peu sur cette histoire de brevet d'État. Ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque, comment ça se passait pour passer le brevet d'État en France? Et est-ce que déjà tu te spécialises dans un sport, dans un domaine, ou est-ce que c'est un brevet d'État plutôt général pour être entraîneur? Alors aujourd'hui, ça a un peu changé parce aujourd'hui, c'est plutôt sous la forme d'un apprentissage avec
j'allais dire, des stages en entreprise ou en fédération ou en club. Mais à l'époque, on faisait un tronc commun, la psychologie, la réglementation, la physiologie, où on était tous les sports mélangés. Donc ça, c'est aussi un moment d'échange. Il y a des gens de l'équitation, des gens du vélo, des gens du foot. Donc du coup, on échange aussi entre nous. Donc c'est un moment important. Ouais. Et puis après, une fois qu'on a passé son tronc commun, on se spécifie dans son activité. Voilà. Donc moi, j'ai passé un brevet d'état activité du cyclisme. Donc je suis parti à Vichy, au centre de la France. Et pendant 3 mois et demi, donc on a fait du bicross, on a fait du VTT, du trial, du vélo artistique, de la piste. On est à l'INSEP à Paris faire de la piste, du vélo de route. Voilà, l'idée, c'est d'aborder toutes les activités du vélo. Donc, quand on sortait avec ce diplôme, on était habilité à encadrer et à entraîner toutes les activités du vélo. D'accord. Donc, un peu plus difficile d'organiser ça en cours du soir. C'est vraiment une formation initiale, on va dire. En gros, c'est 6 mois. Si on prend le tronc commun plus le spécifique, c'est au minimum 6 mois, quoi. Voilà. Et c'est 6 mois de cours, 40 heures par semaine ou En gros, oui. Et après, il y a des stages. Donc, j'ai fait un stage en fédération, un stage en club. Et à l'époque, il y avait 3 stages à faire aussi. Et après, un examen final. Ok. Voilà. Donc, c'est pas si facile que ça d'être entraîneur diplômé en France. Non, en France, c'est assez réglementé. C'est une profession réglementée. Il y a une carte professionnelle avec le diplôme, voilà, pour quand on encadre en France. Et en gros, un brevet d'état vélo, je ne connais pas tous les chiffres, mais à l'époque, c'était de l'ordre de 55-60% de réussite au bout des 6 mois, quoi. Tout le monde ne l'a pas non plus, quoi. Et tu te souviens du budget un petit peu de ce type de formation? Ce qui coûte cher, on en revient comme tout à l'heure, c'est les à côté, l'hébergement. Quand je suis parti à Vichy, il fallait du coup manger, dormir. Donc il y a les frais pédagogiques qui étaient de l'ordre de 30 000 francs à peu près. Donc aujourd'hui, c'est 5 000 euros, hein, si on revient à peu près. Mais après, j'ai dû partir pendant 3 mois et demi, vivre à Vichy, donc avoir une chambre, manger Donc c'est plus ça qui a fait. Et puis après, il faut une voiture pour se déplacer sur les lieux. On est parti faire des stages à Aix-en-Provence, à Vichy, à l'INSEP à Paris. Donc, du coup, tout ça, c'est aussi des frais de déplacement. Donc là, on se retrouvait dans la même problématique que pendant les records. Il fallait financer tout ça. Je sortais du service national. C'était ma question. Voilà. Comment est-ce que tu as financé tout ça? Comment est-ce qu'à ce moment-là, on met en place des mécanismes? Comment on est résilient pour financer le début de la formation, financer l'hébergement, aller jusqu'au bout et pas uniquement bouffer des épinards tout seul sous les ponts tous les jours en attendant d'aller prendre la douche le lendemain matin à l'entraînement ou à la session de formation? C'est là que le sport m'a apporté beaucoup parce que comment monter un projet, toutes ces choses-là, grâce à ma pratique sportive, je l'avais fait. J'ai pas été à l'université, en fait, j'ai travaillé très jeune, donc du coup, le sport m'a tout apporté, quoi. Et donc, ça m'a permis j'ai vu ça comme une épreuve. Et j'ai dit, j'ai fait mes tests de sélection, j'y étais. Et quand j'ai découvert qu'il fallait réussir à trouver l'argent, à l'époque, quand on sortait du service national, il y avait des aides qu'on pouvait bénéficier. Donc, j'ai fait aussi la démarche d'aller voir à gauche, à droite les aides que je pouvais avoir. Et puis après, j'allais travailler en temporaire par moment. D'accord. J'ai travaillé chez Decathlon, comme beaucoup de gens. Ok. Voilà. Ah, moi, c'était GoSport. Voilà, non, mais voilà, beaucoup de gens, comme tous les jeunes, parce qu'il fallait financer, quoi. Donc, on en revient à l'amateurisme. C'était du pur amateurisme. Et puis, j'ai eu mon brevet d'état en 97. Voilà. D'accord. Un an après le Tour de France non-stop. Ok, voilà. Wow. Et donc, 97, 97, t'avais quel âge à l'époque? J'avais 25 ans. 25 ans. Donc, 25 ans, ça y est, tu es diplômé d'État en cyclisme, enfin en activité du cyclisme, et tu vas pouvoir commencer à encadrer, à entraîner. Donc, tu nous as dit que tu étais salarié d'une fédération. À cette époque-là, tu étais donc entraîneur d'une fédération? Voilà, et puis mon rôle, c'était de créer des écoles de vélo pour les gamins. D'accord. Et de lancer un peu tout ça. Donc, j'ai créé 2 écoles de VTT. Okay. Et j'allais les encadrer avant qu'il y ait d'autres moniteurs qui se forment. Donc, c'était de lancer la dynamique pour le vélo, quoi. Okay. En gros. Oui, donc c'était pas uniquement de l'entraînement, c'était de la gestion de projet, créer l'école, apporter ton aide aux écoles ou aux clubs pour commencer à lancer la formation et puis éventuellement encadrer recruter les entraîneurs. Voilà, et puis encadrer les gamins en même temps, ce qui est aussi enrichissant. Voilà, c'est une autre approche que les adultes. Et donc c'est là d'ailleurs que je me suis remis beaucoup à courir en 98 parce que le vélo, j'avais beaucoup roulé avant, je travaillais dans le vélo, donc la course à pied m'a permis un peu aussi d'avoir ma soupape de sécurité. Le soir, j'allais courir.
Ok. Donc après une journée consacrée au vélo, hop, t'allais courir. Voilà. Ok. Cool. Donc là, on a déjà fait on a une belle overview de toi, de ton expérience professionnelle. Et puis là, tu es en train de vivre une troisième vie. Là. Si je ne m'abuse, tu te lances aussi dans l'organisation d'événements. Exactement. Donc, en fait, on lance en Belgique la première Race Cross Belgium, Ok. qui est donc une épreuve d'ultracyclisme qui totalise 1000 km à travers la Belgique. Donc, au départ Ok. d'Arlon, on revient à Arlon, en passant par les routes mythiques des classiques belges. Voilà. Ok. Donc La la Liège-Bastogne-Liège, Liège-Bastogne-Liège. voilà. Le mur de Huy, incontournable. Oui. On passe au Lion de Waterloo, aussi, c'est Ok. assez mythique. On va jusqu'à la mer du Nord, il faut bien voir la Ok. mer, et on revient par le Tour des Flandres, les pavés au bout de 600 Hop. km à peu près. Ok. La vallée de la Semois, pour ceux qui connaissent un peu le vélo, c'est assez pentu. Et on revient, on passe à Orval. Et Prendre une chope. ouais, exactement, je ne sais pas s'ils auront le temps. Et on remonte sur Arlon. Donc, Ok. c'est la première édition. Il y a une Race Cross France depuis 3 ans maintenant. L'idée de ce Organisé projet, en par fait, Arnaud Manzanini. voilà, en fait, j'ai eu Arnaud au téléphone il y a 6 mois à peu près, un peu plus de 6 mois maintenant, et en échangeant un peu comme on fait avec toi, mais il me dit, il n'y a pas de Race Cross Belgium. Ça serait, il me dit, pourquoi tu ne lances pas? Et puis, comme tous les défis, c'est parti, comme on disait tout à l'heure, d'une discussion peut-être alentour d'une shop, mais virtuelle. Et pourquoi tu ne le fais pas? Et puis, des fois, on dit oui, comme ça, par acquis, et ça commence à me tourner dans la tête. Et Ouais. ça doit être possible, et on se relance dans ce projet maintenant, quoi. Ok. Donc là, Race Across Belgium, c'est comme la Race Across France, c'est comme la Race Across America, c'est de l'ultracyclisme avec assistance. Il y a deux types. En fait, il y a avec assistance, on peut le faire. Donc, il y a Ralph Dizeviscourt, qui est recordman du monde des 24 heures, qui est luxembourgeois, qui sera Ok. présent. Donc, lui, il le fait avec assistance. Il a déjà gagné la Race Cross France, la Race Cross Italie. Il a fait deuxième aux États-Unis sur la rame. Voilà. Voilà. Donc, il sera présent. Ok. Et on peut faire les 1000 km sans assistance. Quand je dis sans assistance, c'est on n'a pas le droit d'aide extérieure, de voitures suiveuses, Mhm. de gens sur le bord. Par contre, rien n'interdit à la personne qui a envie d'acheter un croissant de s'arrêter dans une Ok. boulangerie, acheter un croissant le matin. Et on Oui. aura 3 points de contrôle. Il y aura du ravitaillement également, mais c'est pas, on reste dans la philosophie du sans assistance, quoi. Oui, oui, c'est sans assistance, mais c'est pas en autosuffisance. Tu pars pas avec Non. une carriole derrière et puis tu te débrouilles pour arriver au bout sans t'arrêter, sans rien La faire. personne qui a envie de, je dirais, de manger une pizza, parce qu'il a envie d'une pizza, si les pizzerias sont ouvertes, voilà, il s'arrête, rien ne lui interdit de poser son vélo devant la pizzeria et de manger une pizza, quoi. Voilà, c'est un peu, Ok. là, c'est réellement de l'aventure, du coup. Oui. On s'organise. Donc, les gens auront la trace GPS et ils Ok. devront suivre cette trace. Et sur tous les vélos, on aura un traceur pour des raisons de sécurité, qu'on sache exactement où les participants y sont. Ok, d'accord. Donc oui, c'est là, euh, je parlais avec Xavier Massard dans un épisode précédent qui disait qu'il y avait effectivement deux types euh, de, de courses d'ultracyclisme, de bikepacking sans assistance. Mais c'est soit tu as une trace GPS, soit tu as des checkpoints. Sur la trace GPS, bah, tu es obligé de suivre la trace GPS. Sur celle avec les checkpoints, tu prends la route que tu veux, mais il faut juste que tu arrives aux différents Ça, c'est checkpoints la pour te, transcontinentale qui est la plus connue. par exemple. Voilà. Ouais, Donc là, il faut juste les passages obligatoires, c'est le checkpoint. Voilà. ouais. Ok. Et donc ça aura lieu quand? Du 13 au 16 mai 2021. Ok. Donc, on est en plein dedans. On a les premiers inscrits déjà qui arrivent. Covid, pas Covid Espérer, comme tout, je faisais souvent l'image quand je faisais le 48 heures. Je dis, on part dans un tunnel. Quand j'ai fait le 48 heures, j'ai l'image je rentrais dans un tunnel pour 48 heures. Donc, il a fallu faire le ouais. point et dire, je vois le trou au bout. Et là, c'est un peu pareil. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas, quand j'ai fait 48 heures, on savait que ça allait s'arrêter. Et la date, entre guillemets. Là, on est un peu Ouais. tous perdus parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir. Donc, on essaye de. Tous les participants partiront toutes les 2 minutes de manière individuelle, Ok. donc pas en peloton. Et quand ils doublent, ils ont le droit de rouler 500 mètres côte à côte pour pouvoir doubler, notamment. Mais on est Mhm. vraiment en individuel. Donc, Ok. même par le Donc il ne devrait pas y règlement, avoir de voilà. problème Même par le relativement Covid. règlement, on a envisagé. Voilà. Et Mhm. puis après, là, c'est vrai qu'en ce moment, on est en train de voir avec les assurances, toutes ces choses.
parce qu'on est dans une période un peu compliquée pour tout le monde et donc au niveau administratif, il faut être au courant. Mais on a essayé, déjà rien que le fait de partir toutes les 2 minutes de manière individuelle, d'interdire les pelotons. Les pelotons seront interdits. Donc du coup, on évite les contacts entre les Ok, compétiteurs, entre guillemets. d'accord. Et vous prévoyez combien de participants? Alors, toutes épreuves confondues, parce Euh, qu'il y a la 1000 avec assistance, la 1000 sans assistance. Il y a d'autres distances Il y a aussi. un 600 km sans assistance et il y a le 300 km sans assistance. L'idée du Ok, 300 km, c'est de donner envie aux gens d'aller sur de l'ultra. On a tous ok. vu pendant le premier confinement que tout le monde est parti un peu dans des projets, traverser la Belgique en vélo, toutes ces choses-là. Donc du coup, là, c'est le plan typique de gens qui se lancent un défi. Cette année, je vais faire 300 km. Le délai est assez large, 24 heures, donc Ok, c'est jouable. On part sur le 600 aussi de manière individuelle. Il n'y a que le 1000 où il y a possibilité d'assistance. d'accord. Voilà. Ok. Et donc, combien de participants, toutes courses confondues? 120. Voilà. Et actuellement, 120. on a une centaine de pré-inscrits. Les inscriptions commencent D'accord. à arriver. On a un Anglais, 2 Allemands, beaucoup de Belges et de Français. On est les plus proches. Des Luxembourgeois Mm. aussi en nombre. Ok. Et un Italien et un Suisse pour le moment. Ok. L'international. Voilà. On sait que le 1000, entre guillemets, les gens qui vont venir, c'est des gens qui, je vois un peu leur CV sportif, c'est des gens qui Mhm. ont fait des Biking Man, la Transcontinentale, des brevets de 1000 km. C'est déjà des gens, entre guillemets, qui sont dans le milieu. On ne s'aventure pas sur le Ouais. 1000 km. Voilà. Les 300, c'est typiquement la personne qui se lance un défi. Et le 600, c'est des gens qui ont fait, par exemple, la Race Cross France, il y a un 350 km, et qui viennent Ouais. chercher le 600. Voilà. En Ok. fait, ils sont en train de monter j'allais dire en pression, En en puissance. puissance pour Ouais. aller sur un 1000 après, où la Race Cross France, c'est 2600 km. Donc, on est Ouais. encore. D'ailleurs, on se trouve bien en ayant discuté avec Arnaud Manzanini. Nous, on se trouve au mois de mai. Donc, on est vraiment une épreuve quasiment de préparation pour la Race Cross France qui se déroule au mois d'août. Oui. On est vraiment bien dans le calendrier. 1000 km là, on peut faire la Race Cross France derrière. Ouais. Parce qu'on ne peut pas en faire tous les Ok. 8 jours des épreuves d'ultra. Ça paraît un peu compliqué quand même. Voilà. Quand même. Écoute, faut bien y venir à cette question puisque c'est l'essence même de ce podcast. Comment on finance une organisation pareille? C'est pas uniquement avec les droits d'inscription des participants. Non, alors il y a les droits d'inscription, parce que chaque participant reçoit, parce que tout dépend de ce qu'on fournit aux personnes. Il y a des Mhm. épreuves d'ultra où ils fournissent, entre guillemets, j'allais dire, la trace, et il n'y a rien du tout, y compris en termes d'assurance, de rapatriement, il n'y a rien, quoi. Voilà. Mhm. Il y a d'autres épreuves, comme la Race Cross France, il y en a d'autres, où il y a quand même, nous, par exemple, rien que l'allocation des GPS, c'est un budget. On a décidé de Oui. mettre le traceur GPS sur les vélos. Ça va nous permettre à nous de savoir où les personnes sont et de déclencher la balise, comme les marins, s'il y a un problème. Mhm. Donc, toutes les 30 secondes, on saura où les personnes sont. Donc, ça, Ok. c'est un coût, mais je pense qu'au niveau sécurité, aujourd'hui, on ne peut pas passer au travers. Et Euh, celui qui s'arrête pour boire une bière ou pour manger une pizza, comment tu Si on fais voit pour la savoir balise qu'il n'est qui pas bouge tombé pas au dans un bout d'un ravin? moment, par téléphone, on peut s'appeler. Voilà, c'est un peu la règle. D'accord. Personne qui dit, voilà, je Ok. me suis mis en stand-by 4-5 heures. On peut dormir, hein, il n'y a pas de problème. Il faut juste Ouais. que la personne respecte les délais finaux. Mais s'il a Mhm. envie de rouler plus vite et de dormir 3 heures, c'est son problème, quoi. Ok. C'est lui Ça qui va. gère. Donc ça, déjà, ça, c'est un gros budget. On remet un maillot officiel à tous les participants, un beau maillot de vélo quand même. On a décidé de travailler avec une société belge également. On essaye de travailler aussi sur j'allais dire un peu la notion de développement durable, toutes ces choses-là. Mhm. On n'allait Ok. pas faire fabriquer à Taïwan des maillots, quoi, en gros. Ouais. Voilà, de garder. Je pense que les gens qui font du vélo, surtout dans l'ultra, ils ont une approche proche de la nature. On en revient toujours à la nature, le sport de plein air. Environnemental, écologique, Voilà, donc on etc. essaye, nous, dans l'organisation, d'avoir un comportement correct. Ok. Voilà. Et après, c'est de la recherche de partenaires. Donc des partenaires qui peuvent être des communes, voilà, par exemple, parce qu'il nous faut des infrastructures. Et puis après, il nous faut des partenaires privés qui peuvent soit nous fournir du matériel, on en revient, Mhm. ça peut être des boissons énergétiques, toutes ces choses-là, et puis du financement. Donc en ce moment, on est un peu sur le financement privé et pour avoir du cash, c'est un peu compliqué. On en revient au Covid, on est dans une période un peu Ouais. compliquée où les sociétés qu'on a en face de nous, les chiffres, voilà, on ne sait pas trop où 2021 va nous emmener. Ouais. Et c'est assez compliqué. Bon, on a des accords de principe pour le moment. Après, on essaye tous de travailler en lien et puis d'avoir confiance. On a choisi des sociétés qui sont à taille humaine aussi en face de nous.
aussi. Et puis, il y a des partenaires qu'on s'interdit d'aller voir, entre guillemets. Je ne me vois pas inviter à un pétrolier. Les valeurs. Voilà, on en revient. On pourrait très bien aller voir des marques énergétiques. Je ne veux rien citer comme marque de produits énergisants, mais il y a des sociétés qui sont spécialisées dans les triathlons, etc., toutes ces choses-là. Ça commence par un R et puis ça termine par un L avec un petit lion. Je m'interdis d'aller voir ce. Un taureau. Voilà, Un taureau, voilà. Je m'interdis d'aller voir ce type de produits parce que ça ne correspond pas, je pense, aux valeurs que nos participants ont. Voilà. Donc, on essaye. Là, j'ai des contacts avec des sociétés d'eau, du thé. Tout, voilà. Il faut aussi chercher, donc essayer de trouver des partenaires en face de nous qui correspondent à nos valeurs. Ça me paraît important. Okay. Du coup, on va mieux se comprendre quand on va se voir. Oui, forcément. Voilà. Et en termes d'image, de notoriété, voilà, quoi. On va éviter d'être un peu comme les Jeux Olympiques. J'ai une vision des Jeux assez. On dit McDo, qu'il faut. Coca, voilà. Les Jeux, c'est un peu aberrant. On dit aux gens mangez des fruits et légumes, sportez-vous bien. Et puis, vous regardez les Jeux Olympiques, il y a Coca-Cola et toutes ces marques-là, McDo, quoi. Oui, c'est un peu antinomique dans l'approche. Voilà. Donc, nous, je dis pas qu'on est plus blanc que tout le monde, mais il faut essayer d'être en relation avec les valeurs qu'on veut donner à l'événement. Oui, effectivement. Et du coup, est-ce que tu as déjà une idée du budget? Est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que ça reste pour l'instant le budget de la Race Across Belgium, c'est en gros 40 000 euros. D'accord. En gros, donc ça, parce que là, on est encore sur les assurances, notamment actuellement et tout. On est en train de voir un peu parce que si le corona avance encore et tout, voilà, on va avoir des frais qui vont venir et il va falloir équilibrer, quoi. Les prix d'inscription sont déjà là, donc du coup, on pourra pas, on n'y touchera pas, c'est un choix. L'assurance, on est en train de voir sur les assurances d'annulation, ça, c'est l'organisation qui va le prendre en charge aussi. C'est un choix qu'on a fait. Il n'y aura pas un surplus à payer pour les participants. Et puis, voilà, on va s'organiser, mais c'est un gros budget quand même, quoi. Ouais. Et donc, comment on boucle tout ça? Tu l'as dit, en allant chercher des sponsors plutôt proches de ces valeurs, les valeurs que vous défendez. Si jamais vous ne bouclez pas le budget en termes de sponsors, de partenaires, qu'est-ce que tu envisages? Déjà, on va arriver. Voilà. C'est bien. Voilà. La méthode Coué. Si déjà on part en se disant que c'est pas possible, quand j'ai tenté Mercor en vélo, si je partais en me disant que je faisais un truc de fou, c'était même pas la peine de pédaler le premier jour. Donc, je suis un peu sur le même principe. On se dit, on y va, on se donne les moyens de trouver. Donc, on va réussir. On est assez proche actuellement de réunir le budget. On est à 6 mois. Pour le moment, c'est des accords de principe. Et après, il va falloir attendre début 2021 pour officialiser les conventions, toutes ces choses-là, parce que 2020, les entreprises ont un budget comme sur 2020 et ils vont repartir un budget comme 2021. Donc, entre guillemets, les personnes qu'on rencontre ne peuvent pas nous dire, voilà, en 2021, tu as tant exactement. Ils vont devoir voir avec leur budget parce que la crise, elle a des répercussions sur le monde de l'entreprise. Et donc, on a des soutiens, mais après, on va s'organiser. Et comme je disais, aussi avec ces personnes-là, je comprends bien aussi qu'il y a des personnes qui sont en train de perdre leur travail suite à la crise et tout ça. Donc, nous, on est là pour donner du plaisir aux gens. Mais il y a des choses qui se passent alentour. On n'est pas dans notre bulle à faire du sport et puis tout va bien à côté, quoi. Il faut en avoir conscience aussi, quoi. Ok. Écoute, je pense que l'épreuve sera belle. Je pense que tout le monde devrait y trouver du plaisir en espérant effectivement qu'on sorte de cette histoire de Covid. Mais à mon sens, si on ne se retape pas un deuxième ou troisième confinement, les démarches que vous êtes en train d'accomplir et puis surtout les règles que vous avez édictées devraient vous permettre quand même de lancer le départ. Oui, on évolue. C'est-à-dire que les règles des 2 minutes et tout ça, voilà, on évolue aussi avec la crise qui avance. Et si ça se trouve, le règlement interne qu'on a actuellement aura peut-être évolué d'ici 3 mois, on ne sait pas. Voilà, mais on reste, on reste dans le même cadre. Et puis, ça ne va pas changer notre philosophie des partenaires. On ne veut pas se vendre non plus pour n'importe qui et tout ça. On va essayer on essaie de travailler aussi avec des démarches, des startups, des jeunes qui se lancent et tout, qui sont un peu dans la même démarche que nous. Et de rester, voilà. Donc, je pense qu'après, ça peut nous servir, même si la première année, entre guillemets, on équilibre après qu'on arrive et qu'on est un peu en perte. L'idée, c'est de travailler sur le long terme comme une carrière sportive, en fait, hein, et de dire il faut bien un début. Et puis, on l'a fait, on part sur l'avenir. Oui, puis mince. Il faut être
Puis c'est de l'ultracyclisme. L'ultracyclisme, c'est pas une petite course de 20 km, donc c'est une course au long terme. Et voilà, vous inscrivez votre démarche, votre événement dans le L'idée long à terme. terme, il faut savoir qu'il n'y a aucune équipe belge qui était faire la Race Cross America. Il y a des Belges qui ont participé dans des équipes étrangères. Et l'idée, ça serait qu'un jour, on arrive à amener une équipe belge au départ de la Race Cross America, quoi. Ça serait lancer la dynamique, une vraie dynamique, et ça serait vraiment l'aboutissement d'une organisation, de les avoir vus sur le territoire belge et de leur, pourquoi pas, si un jour il a débuté chez nous avec le 350 km, tout petit, et que je crois qu'on aura réussi notre travail, quoi, entre guillemets, et ça sera de les avoir vus en Belgique avant qu'ils aillent faire la Race Cross America, qui est l'épreuve phare, c'est l'UTMB de l'ultracyclisme, quoi. Voilà. Ouais. Bah écoute, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Michel, pour terminer mes épisodes, mes interviews, j'ai l'habitude de lancer une petite séance de questions-réponses. Est-ce que ça te va? Oui, oui. Ok. Si tu pouvais te transformer en un petit Michel et te parler au Michel qui découvre le vélo, qu'est-ce que tu te dirais? Déjà, de pédaler par plaisir, de prendre son pied, de prendre du plaisir. Et puis après, on va s'entraîner parce que quand on prend du plaisir, on veut s'entraîner. Et puis, on m'aurait dit que j'aurais fait de l'ultracyclisme quand j'ai commencé à 15 ans. Non, voilà quoi. Donc, voilà, fais du vélo et puis après, on verra. Prends du plaisir. Ok. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes à nous raconter? Une bonne et une moins bonne? Les bonnes, je crois que c'est les personnes que j'ai rencontrées, des anecdotes. Je disais tout à l'heure, sur les 1000 miles du Fontali, j'ai eu la malchance de tomber. J'ai eu 4 points de suture à la tête la nuit. Et je suis revenu au bout de 6 heures au cousu, je suis remonté sur le vélo. Mon vélo était un peu détruit. Et j'ai un triathlète qui m'a prêté son vélo, qui m'a dit tiens, donc j'étais même pas équipé avec les pédales. À l'époque, c'était un peu compliqué, toutes les marques n'étaient pas. Et je crois que c'est une belle anecdote, c'est de dire tiens, allez, prends mon vélo et termine l'épreuve. Voilà, donc j'avais un beau truc alentour de la tête parce qu'il fallait pas que je saigne. Mais ça fait partie de mes meilleurs souvenirs effectivement de sport. C'est même pas du vélo, c'est de sport en général, quoi. Ouais. Et une anecdote un peu moins sympa, mais dont tu as tiré quand même un enseignement? J'ai pas, quand j'ai fait le record d'Europe, je m'étais lancé sur le record du monde. Donc, c'est vrai que quelque part, c'est un semi-échec. Donc, le sport m'a appris à rebondir après un échec. Et je crois que c'est ça. Donc, de quelque chose de négatif, qui pourrait être négatif, on apprend à rebondir. Dans la vie, ça donne après Pour la vie, on rebondit toujours, on repart, on se laisse pas abattre. C'est un peu l'image des sportifs. Ouais. Donc, sur le coup, quand je suis arrivé sur la ligne d'arrivée des 24 heures, j'étais un peu déçu, ce qui est normal. Puis j'avais 20 ans, donc du coup, on va faire plein de choses. Mais j'aurais peut-être pas fait la suite, puis j'aurais peut-être pas été entraîneur derrière, parce que ça apporte des choses dans la vie aussi pour redonner aux autres. Et j'aurais peut-être pas fait la Race Cross Belgium en tant qu'organisateur, quoi. Donc on apprend aussi de ces échecs. Ok. Alors justement, on apprend de ces échecs. Tu as déjà eu une longue vie avant d'arriver à notre interview d'aujourd'hui. Si tu pouvais réécrire une phrase, un chapitre, un morceau du livre de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Alors là, c'est une grande question. J'ai pas trop de... Je suis satisfait de ce que j'ai fait. C'est pas, voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, on m'aurait dit tu vas aller à gauche, à droite, faire du vélo et tout. Voilà, donc après, je m'aurais peut-être mieux, je disais tout à l'heure, j'ai connu d'aller coller des affiches avant un record et toutes ces choses-là. Aujourd'hui que j'entraîne, je dirais sans doute à mon athlète, repose-toi, ne va pas faire ça et tout ça. Voilà, peut-être le manque que j'ai eu, c'est une équipe alentour de moi à ce moment-là, mais ça m'a appris aussi à me débrouiller. J'ai fait mes projets tout seul, toutes ces choses-là. J'ai été voir Canal+ à l'époque tout seul, quoi. Ouais. Voilà, j'étais tout seul, j'allais voir, j'étais convaincu, j'ai pris le train et je suis monté à Paris. Donc tu réécriras rien en fait. Que même si c'était des échecs, j'avais peut-être l'air d'un petit rigolo entre guillemets, mais quelque part ça m'a appris à monter des projets, à avoir confiance en moi, et puis à pas avoir peur, quoi, de se lancer. Et puis aujourd'hui, j'avais écrit, je me souviens, au ministre des Sports de l'époque pour lui demander et j'ai été reçu par son cabinet. Je me dis, j'avais 21 ans, quoi. J'étais un peu couillu quand même. Je m'en rendais pas compte peut-être, mais qu'est-ce qui m'a fait à un moment dire, je crois qu'il faut se lancer, on en revient tout à l'heure.
Et puis du moment qu'on respecte les gens ouais. et j'ai toujours rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soit donné des contacts d'adresses, de personnes à contacter et tout. Et puis quand on a envie, en général, ça va. Donc il y a des erreurs que j'ai faites, mais je les referai parce que ça m'a appris autre chose. Ok. Allez, une des dernières questions. C'est quoi pour toi un grand sportif, une grande sportive, un grand nom du sport? Alors, je vais pas te citer de nom, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a un homme, quand je dis un homme, qui a des valeurs derrière. Un homme avec un grand H. Ouais, voilà. Et quand j'entraîne des jeunes, notamment, pour moi, c'est important. On construit un homme avant tout. Donc, avec des valeurs derrière. Ouais. Et il n'y a pas que le côté athlète. Je me souviens d'un VTTiste que j'ai entraîné. Il était au niveau Coupe de France VTT, pour situer un peu. Et il a été reçu dans une école d'ingénieurs. Et donc, il a eu un dilemme à un moment, c'est les études. Et je lui ai dit, écoute, tu referas du vélo en tant qu'adulte quand tu auras ton diplôme d'ingénieur, quoi. Voilà, Ouais. tu auras tout le temps d'en faire. Je crois qu'à un moment, voilà, le travail, quand on est entraîneur, on est éducateur aussi. Et il faut savoir dire que aujourd'hui, il est père de famille, il refait du vélo. Il a un super job. Et voilà, sans doute en VTT, il ne serait jamais arrivé à être professionnel. Il aurait été dans une situation plus compliquée en tant qu'adulte, en tant qu'homme. Ouais. Donc, je crois qu'à un moment, c'est le rôle aussi pour moi, c'est important derrière voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver et être équilibré, parce que faire du sport, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on est à côté, quoi. Ouais. Super, merci. Et puis, dernière question, c'est le moment du passage de témoin. S'il y avait une sportive, un sportif, un aventurier, un explorateur que tu voudrais entendre à ce micro, est-ce que tu aurais quelques noms à me donner? J'ai pas de nom, mais moi, je suis très aussi montagne. Et D'accord. il y a quelqu'un il est décédé, mais Patrick Edlinger, je sais, il est du monde de l'escalade, il est décédé il y a quelques années. Mais voilà, je suis assez admiratif des marins ou des montagnards. On en revient à l'ultracyclisme, on a un peu la même approche. Je pense que quand on part faire le Vendée Globe ou quand on part faire l'Himalaya, on est un peu dans le même. Et j'adore écouter ces gens parce qu'ils sont humbles, parce que, entre guillemets, quand on fait un 48 heures sur le traîneur, on risque pas sa vie, quoi. Mais je trouve qu'ils sont très agréables à entendre. Donc, j'ai pas de nom comme ça, mais ce milieu-là m'attire beaucoup et m'a toujours inspiré. Ok. Donc, un montagnard ou une montagnarde. Oui. Et qui fait voilà, très souvent on rencontre des gens qui font des choses assez exceptionnelles et qui n'en mettent pas plein les médias, toutes ces choses-là. Et c'est souvent eux qui m'inspirent. Ok, bon écoute, j'ai quelques noms en réserve, du coup, je te tiendrai au courant quand les épisodes sortiront. Merci. Super, merci beaucoup Michel, c'était vraiment un très bon moment qu'on a passé ensemble. Moi je pense que ce qu'on peut souhaiter à nos auditrices et nos auditeurs, c'est déjà de te suivre un petit peu, et d'ailleurs tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, éventuellement te contacter si on cherche à avoir un encadrement particulier, et puis surtout, si c'est des cyclistes, venir à la Race Across Belgium au mois de mai 2021. Donc, on a une page Facebook Race Across Belgium. Et au niveau professionnel, j'ai une page Facebook qui s'appelle Plein Air Coaching. On en revient toujours au Plein Air Coaching. Voilà, on en reste toujours là. Ok, super. Michel, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt, avec plaisir. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs!